coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Vincent, bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, c'est l'entretien numéro 2 suite à votre ouvrage La marche de l'histoire. Peut-être que nos auditeurs vous ont entendu et se sont régalés déjà, ou peut-être qu'ils arrivent juste maintenant. Et si c'est le cas, je vous propose 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de co-écrire cet ouvrage? Donc, je vous propose de répondre l'un ou l'autre. Et la deuxième question, ça sera après, pour ne pas mélanger les genres. Alors, qui est prêt à répondre sur... Moi, je peux bien répondre. Allez. La motivation, c'est la rencontre avec Vincent, qui est un personnage hors du commun, mais avec qui on partage beaucoup de choses, et notamment l'idée, à travers des itinéraires qui sont différents pour chacun, mais on s'est croisé sur une chose, c'est que l'histoire humaine peut aujourd'hui être repensée sur des nouvelles bases, en enjambant les civilisations, les siècles et les millénaires, parce qu'il existe une world history qui permettent aujourd'hui de pouvoir repenser les grandes dynamiques historiques, l'essor des civilisations, des empires, leur déclin, sur des nouvelles bases, grâce à des bases nouvelles que l'on a pour penser cela. Et donc, si vous émancipez de la compartimentation des savoirs, pensez le Moyen-Âge ou l'Antiquité ou la période contemporaine, comme le fait l'histoire, c'est logique, eh bien, il est possible aujourd'hui d'essayer de réfléchir au présent, en essayant de se dire nous sommes peut-être dans une période très particulière de l'histoire. Tout le monde pense que nous sommes soit les indices dans une période d'effondrement, d'autres un renouveau au contraire d'une nouvelle phase de la révolution industrielle. Eh bien, en se penchant sur la grande dynamique historique au long cours, on essaye de voir s'il est possible de penser les moteurs de l'histoire et leur dynamique. Merci, comme ça vous avez répondu à la question 1 et 2, c'est parfait. Et moi, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Jean-François. J'ai rien à ajouter, effectivement. De toute façon, on parlait de tous ces sujets avant d'avoir l'idée d'écrire un livre. Et donc, quitte à en parler, comme on avait l'impression de les étudier quand même aussi profondément que nos capacités le permettaient, eh bien, on s'est dit autant approfondir nos dialogues sous une forme partageable. Et alors, du coup, Vincent, quel serait le message clé que ce livre cherche à faire passer, selon vous? Il n'y en a pas un, puisqu'il y en aura au moins 2, puisqu'on on dialogue et qu'en plus on ne tombe pas toujours d'accord. Moi, je dirais que je ne sais pas s'il y a un message me concernant, mais disons que s'il y avait un sorte de méta-message, ce serait de dire que l'histoire n'est pas une suite complètement aléatoire, informe, d'événements qui surgiraient comme ça. L'histoire doit être étudiée, elle peut être pensée, elle a des récurrences, et il nous appartient de les étudier. Déjà par intérêt purement scientifique, c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on vient et quels sont les processus qui ont fait que nous vivons dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Donc par pur, je dirais, intérêt savant. Et d'autre part, si on veut envisager son action comme penseur et comme citoyen dans le monde actuel, il est bon aussi d'étudier cette marche de l'histoire pour savoir comment bien marcher. OK. Alors, donc, l'intention de ce podcast en général et de celui-ci en particulier, c'est effectivement de donner de la visibilité sur ce que nous vivons aujourd'hui, de comprendre qu'on est dans des changements civilisationnels importants et pouvoir prendre de la hauteur, avoir une vision globale, regarder les histoires de chaque pays et l'histoire globale de l'humanité est assez précieux. Il faut vraiment prendre du recul pour arriver à comprendre. Et ça a un intérêt de comprendre, enfin ça en a même plusieurs. Il y a celui de pouvoir décider, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend, on peut mieux poser son action, si tant est qu'on a envie d'en poser une.
Et ça a aussi un effet au niveau émotionnel. On parle beaucoup d'éco-anxiété, qui est l'arrêt sur image du moment actuel. Si on reprend de la hauteur et qu'on voit des récurrences, ça permet d'être un peu plus rassuré et de dire ok, c'est pas la première fois que ça arrive, simplement on ne le savait pas ou on l'avait oublié. Et le fait de le savoir, qu'est-ce que ça apporte? En tout cas, c'est dans ce contexte-là que ça s'inscrit. Alors, je vais vous challenger sur votre conclusion et sur conclusion et ouverture. Vous avez parlé de marche de l'histoire, ce qui évidemment vient faire un clin d'œil à la fin de l'histoire, qui est nommée depuis plusieurs moments par Fukuyama et d'autres dans certains ouvrages, qui vient dire quelque chose ou plusieurs choses d'ailleurs. Et nous sommes dans un moment particulier où tout le monde, enfin beaucoup en tout cas, parlent d'effondrement, de collapsologie, etc., pour rendre compte d'une des facettes de ce que nous vivons. Donc j'aimerais bien que vous puissiez réagir à ça, c'est-à-dire quelle perspective vous donnez à la fin de cet ouvrage, de la marche de l'histoire. Est-ce que ça vient faire écho ou pas à la fin de l'histoire? Et on ira du côté de, d'essence d'effondrement et d'apocalypse après. Alors, la parole de la marche de l'histoire vers la fin de l'histoire ou pas. Le premier qui parle a gagné le droit de rejouer. François, je t'en prie, comme tu veux. Oui. Sur la fin de l'histoire, alors on peut aller très vite parce qu'en fait c'est la formule attribuée à Fukuyama dans son livre qui de mémoire date de 89 où il prédisait la fin de l'histoire en disant c'était l'époque l'effondrement du bloc soviétique. Je ne sais pas si le livre d'ailleurs eu lieu juste avant ou juste après. Son idée c'est d'abord un article et ensuite un livre, je crois. Voilà. Son idée c'est que il y allait avoir une diffusion massive à l'échelle de la planète de la mondialisation capitaliste et du libre marché, et par ailleurs une démocratisation des sociétés. Et ce mouvement était universel, donc il s'inscrivait dans quelque chose comme une sorte de philosophie de l'histoire hegelienne. Et tout le monde s'est moqué de son livre parce que quelques années plus tard, évidemment, l'histoire, il y a eu la revanche de l'histoire. On a vu réapparaître les mouvements islamistes, il y a eu les crises économiques, il y a eu le 11 septembre, il y a eu les bouleversements que l'on connaît. Et donc, on se gausse de cette hypothèse. Cela dit, il faut reconnaître que, par exemple, l'universalité du capitalisme est une réalité qui avait été prévue. Simplement, lui, il n'avait pas prévu il imaginait qu'il y aurait un lien entre le développement du capitalisme et du libre marché avec la démocratie et en quelque sorte une sorte de stabilisation des sociétés qui n'ont pas eu lieu. Donc c'est pas du tout. Alors comme il est le seul et aujourd'hui lui-même est revenu sur sa propre thèse en se disant je n'avais pas imaginé encore autre chose, c'était le développement technologique qui allait transformer l'être humain lui-même. Et donc comme lui-même est revenu sur cette idée de fin de l'histoire et donc que plus personne à ce jour ne la défend, je ne vois pas trop l'intérêt aujourd'hui de la remettre sur le tapis pour en débattre. Oui, c'est pas moi qui contesterait ni le retour de Fukuyama sur sa propre thèse, ni ce que tu viens de résumer, et qui, effectivement, l'histoire n'est pas finie. Et même si le capitalisme, effectivement, se mondialise, et il n'est pas, comme tu viens de le rappeler, toujours en parallèle avec un processus de démocratisation. Et puis, il y a quantité d'événements en marge de tout ça, démographiques, écologiques, etc., qui, et bien sûr politiques, géopolitiques, qui font que l'histoire, effectivement, plus personne de sérieux ne dit que l'histoire est achevée, ne serait-ce que d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire qu'on aurait la formule. Bien sûr, Fukuyama n'est pas du tout naïf, hein, il ne dit pas il n'y a plus d'événements, hein. Simplement, la formule des démocraties libérales et des sociétés de marché a été inventée. Le reste de l'histoire ne sera que le processus par lequel on converge vers ce modèle. Mais bon, effectivement, passons à autre chose, puisque cette convergence elle-même est beaucoup plus ambiguë et problématique qu'on ne le croyait. Alors, le paradoxe qu'on peut signaler, c'est qu'il y a une autre fin de l'histoire qui est arrivée et qui domine les esprits, pas celle du tout de Fukuyama, c'est-à-dire celle d'une vision hegelienne où l'esprit se réalise, mais plutôt d'une fin de l'histoire au sens de fin de l'humanité, extinction de l'humanité. Il y a quelques années, il est paru un livre qui s'appelle La sixième extinction, qui nous prédit que nous serions à la veille d'une destruction massive, pas simplement de la civilisation, même de la vie sur Terre.
générés par l'activité humaine. Donc, et même ce scénario donc apocalyptique au sens propre du terme, hein, eh bien, il s'est fortement ancré dans les esprits. Et aujourd'hui, c'est la fin au sens de fin point zéro. Alors, C'est terminé. c'est On exactement, n'a plus que quelques décennies à vivre. c'est exactement sur cette ambiguïté en fait que j'avais envie de jouer. C'est-à-dire que si je repars de ce que je voulais dire. Donc déjà dans le propos de cet auteur, il y a deux choses. Il y a une chose qui est effectivement qu'il ait revu sa thèse, ça c'est encore autre chose, mais il y a d'un côté un élément qui est réel, à savoir la diffusion mondiale du modèle capitaliste et libéral, hein, et dont on n'arrive pas à se départir. Et l'autre côté qui est, lui, inexact, c'est que c'était quelque part l'arrêt des polarisations, et là c'est le contraire, on a une explosion des polarisations et des communautarismes. Mais je jouais sur cette notion de marge de l'histoire et de fin de l'histoire, précisément parce que ça vient faire un clin d'œil à ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui est une récurrence dans l'histoire humaine et dans l'imaginaire, c'est cette appétence pour la fin, pour l'effondrement, pour le collapse, pour l'apocalypse, appelons-le comme on veut. Et donc, je veux bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Et puis, on rebondira encore autrement après. Bah, alors, comme Jean-François vient déjà de poser quelques jalons, mais je crois qu'on est assez d'accord sur cette question. Il y a une certain un plaisir. L'homme a plaisir à trouver du sens, et ce sens, il peut le trouver dans une vision complètement idéalisée du progrès. Il peut le trouver tout aussi bien dans une vision non moins, dans une vision apocalyptique de l'effondrement. Et dans les deux cas, il se mystifie, il se fait plaisir parce que c'est toujours plaisant de penser un sens, une cohérence, surtout si on a l'impression de débusquer ce sens avant les autres, ça nous donne un certain pouvoir, une certaine vision comme ça. Bref, on jouit de nos idées, et les idées apocalyptiques ne sont pas, quoi qu'elles paraissent déprimantes, en réalité, je pense elles sont assez plaisantes au fond pour le désir de sens et de cohérence qui nous habite tous. Évidemment, il faut résister ces formules simplistes et à ce millénarisme. On croit effectivement, tout le monde n'est pas comme ça, mais enfin, comme dit Jean-François, il y a une certaine ambiance, des idées circulent sur la fin de l'humanité, sur la fin de la civilisation dans une moindre. Et puis bon, mais on croise peu de gens capables de donner exactement la chaîne de causalité qui nous y mènerait, hein. C'est-à-dire qu'on sait que le réchauffement climatique va poser de graves problèmes, l'épuisement de certaines ressources, mais les déplacements de population, etc. Oui, les gens peuvent pointer quelques problèmes, à raison, mais ces problèmes, de là à en tirer comme conclusion que l'espèce humaine est menacée, comme on l'entend, hein, là, souvent, c'est juste une sorte de. On tire une conclusion sans être capable de pointer la chaîne de causalité. Donc, pour ma part, je ne vois pas du tout l'espèce humaine disparaître. Je vois des conflits, je vois des problèmes géopolitiques, je vois peut-être des crises démographiques, sanitaires, sociales, politiques, et c'est déjà beaucoup. Et peut-être effectivement, pourquoi pas des crises très graves, mais la disparition de l'humanité, pour l'instant, à ce stade, je crois que c'est du fantasme. Ce qui serait tout à fait intéressant d'identifier comme type de fantasme d'espèce. Alors, Jean-François, à vous. Alors, d'abord, comme on est dans une période assez pessimiste, on a, en France en tout cas, et puis en Occident, une vision assez négative de l'avenir, il faut quand même départager les choses, savoir de quoi on parle avant d'en discuter des causes. Il faut d'abord s'assurer de quel phénomène on parle. Parce que vous avez plusieurs discours déclinistes, effondristes, collapsologiques qui se mélangent. Pour prendre quelques idées simples, parmi les vedettes intellectuelles qui en parlent. Si vous écoutez M. Michel Onfray, qui écrit un livre sur décadence, lui, il parle de quelque chose de très précis, c'est la fin de la civilisation judéo-chrétienne, et globalement, on pourrait l'intégrer dans un déclin de la civilisation occidentale, qui est encore un autre discours repris par des géopoliticiens qui parlent du déclin de l'Europe ou des États-Unis par rapport au Sud. Ça, c'est un discours décliniste, voire de décadence. C'est autre chose, les discours, on va dire, effondristes. Mais même parmi les discours effondristes, vous avez des thèses qui sont très différentes.
Par exemple, monsieur Jean-Marc Jancovici explique depuis des dizaines d'années, depuis maintenant 30 ans, que le monde va s'effondrer à cause de l'épuisement des ressources énergétiques, et notamment du pétrole. Son idée est très simple, c'est une idée qui est assez juste d'ingénieur, qui était celle du discours de Rome, disant, eh bien, toute notre économie est fondée sur la croissance, qui est fondée sur l'énergie. Le jour où l'énergie s'épuise, la civilisation s'effondre. Or, nous sommes arrivés au pic pétrolier, et donc, ce pic pétrolier étant passé, bientôt, eh bien, l'économie va s'effondrer. Et on attribue souvent ce discours-là à un discours effondriste de collapsologie, alors qu'en fait, voilà 30 ans qu'il nous dit que le pic pétrolier est passé, mais en fait, avec beaucoup d'assurance, alors que les spécialistes en débattent beaucoup, alors que depuis 2009, moi j'ai regardé son premier livre où il annonçait dans les années à venir un effondrement dû à l'absence de ressources pétrolières, eh bien en fait ça n'est pas arrivé. Et on n'arrête pas non plus de découvrir des nouvelles sources de pétrole. On arrive, sans parler des États-Unis qui, grâce au gaz de schiste, sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Donc on n'est pas certain du tout que cette théorie qui est basée sur l'effondrement des ressources soit valide. Autre chose est le discours collapsologique, qui lui ne dit pas que le monde va s'effondrer à cause d'un épuisement des ressources, mais au contraire à cause d'une surproduction de croissance, qui amène donc le réchauffement climatique. On connaît bien cette théorie-là. Paradoxalement, je signale au passage que si la théorie de Jancovici était juste, c'est-à-dire qu'un effondrement allait subvenir à cause de l'épuisement des ressources, eh bien ce serait la solution au réchauffement climatique, non pas sa cause. Et ce discours collapsologique, revenons-en, c'est la troisième, c'est cette version que moi je conteste. Non pas, je ne conteste pas le réchauffement climatique, je ne suis pas climato-sceptique, je suis collapso-sceptique, au sens où je pense que dans les années 2020 et un peu avant le Covid d'ailleurs, dans les années 2018-19, ce discours très très fort sur l'idée qu'il allait avoir un effondrement imminent des sociétés à cause d'une causalité en chaîne qui allait entraîner le réchauffement climatique, mais aussi une crise économique, mais aussi une crise sociale, mais aussi une crise éthique, allait être provoquée par une sorte d'effet de domino d'effondrement des sociétés. Et ça, je conteste, mais on pourra en parler plus dans le détail avec Vincent et avec vous. Pour quelles raisons ce scénario non seulement ne s'est pas activé à ce jour, mais il n'y a pas de raison d'estimer que dans les prochaines années, les prochaines décennies, il n'y a pas de raison solide pour l'affirmer que ça va advenir. Merci. Peut-être Vincent, je vous laisse réagir. Moi, je vais tirer un autre fil, donc je préfère que vous restiez dans cette logique-là et je dirai après. D'accord, effectivement, je suis d'accord déjà pour distinguer les problèmes. Parler de l'extinction de l'espèce humaine n'est pas du tout la même chose que de parler de l'effondrement d'une civilisation, par exemple, en l'occurrence la civilisation occidentale. Et donc, si on reste sur ce dernier point, moi, je vois plus, je serais plus déclinologue que collapsologue. C'est-à-dire que j'espère pas déclinologue d'un point de vue simplement idéologique, mais je m'intéresse beaucoup aux menaces qui pèsent sur notre civilisation, mais de là à parler d'effondrement qui suppose, qui implique quelque chose d'assez brutal. Je suis pas spécialiste. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas impossible, parce que les scénaristes sont pas non plus des illuminés. Ils travaillent sur effectivement des engrenages ou des enchaînements de causes autocatalytiques qui s'engendreraient les unes les autres et qui précipiteraient qu'est-ce qu'on appelle un effondrement? C'est un déclin rapide de la complexité d'une société, de ses structures institutionnelles, politiques, du niveau de vie économique, de l'espérance de vie, de la santé publique. Vous voyez. Donc on peut lister tout un certain nombre de critères de déclin qui va de la santé jusqu'à la complexité institutionnelle. Et donc un effondrement, c'est l'idée que ces repères et ces critères passent d'un degré à un autre
très rapidement, hein. Donc je crois que la chose n'est pas impossible, je crois ce scénario effondriste n'est pas le plus probable. Je vois plutôt un lent déclin. Mais bon, ce déclin que je déplore, que je crains, peut avoir des soubresauts, hein. En tout cas, effectivement, pour ce qui est de l'énergie, et si je me permets juste une petite précision, parce que c'est pas la première fois que l'humanité serait confrontée ou va être confrontée ou est en train d'être confrontée avec des crises climatiques. C'est depuis que l'homme est homme, en fait, on a fort à faire avec le climat. Et il est vrai qu'à chaque fois, les changements climatiques, que ce soit la fin du Pléistocène, il y a à peu près 10-12 000 ans, que ce soit à l'épisode du Trias récent, la fin de l'âge du bronze, le petit âge glaciaire, etc. Il y a des tas de phases dans l'histoire où on voit des corrélations entre des changements climatiques, refroidissement, réchauffement, et des effondrements, enfin, des déclins civilisationnels ou au contraire des émergences. Bon, donc il y a un lien fort entre le développement culturel et civilisationnel et les évolutions climatiques. Simplement, ce que je crois constater, c'est que jamais dans l'histoire, un changement climatique n'est la cause unique, ni même la cause principale d'un changement civilisationnel, en particulier d'une crise civilisationnelle. C'est toujours quand une civilisation se met elle-même dans des difficultés, quand elle socialement, démographiquement, économiquement, elle n'a plus les moyens de faire face aux problèmes qu'elle rencontre. C'est à ce moment-là que quand elle rencontre un problème écologique, par exemple un épisode de sécheresse prolongée, c'est à ce moment-là qu'elle ne peut pas y faire face. Donc une sécheresse, par exemple, va provoquer des famines ou va provoquer une crise alimentaire parce qu'on n'est plus capable d'endiguer, de draguer les canaux, de réparer les aqueducs, bref, etc., de faire tout ce que l'humanité fait pour se prémunir des impacts extérieurs comme ça. Quand on n'est plus capable de le faire parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on n'a plus les compétences, les connaissances, etc., c'est à ce moment-là que quand survient un problème climatique, type sécheresse ou tsunami, que sais-je, c'est à ce moment-là on a beaucoup de mal à s'en relever. Donc les crises climatiques ne sont pas la cause unique ni la cause principale, je pense que ce sont des causes additionnelles. Et je pense qu'il en est de même pour notre situation contemporaine. Si nous avons toujours d'excellents savants, d'excellents ingénieurs, d'excellents agents économiques, d'investisseurs, etc., on aura sans doute des difficultés, mais on pourra les surmonter en partie, hein. Et donc, ce que nous avons à craindre, c'est pas uniquement le réchauffement climatique ou les problèmes écologiques, c'est notre capacité à y faire face. Et donc, c'est pour ça que le problème est très politique et pas simplement de déplorer un réchauffement. Avant de vous donner la parole à nouveau, Jean-François, je vais faire une petite incise dans ce que vous venez de dire, parce qu'en vous écoutant depuis le début, je pense que cette appétence pour l'effondrement et la fin de quelque chose, civilisation, monde, humanité, ce qu'on veut, vient me dire qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de se poser la question de sa propre place dans le monde et sa propre place dans une société. On observe, et là le dernier rapport sur l'augmentation significative de la pauvreté montre que, ne serait-ce qu'en France, on a un nombre de plus en plus important de personnes qui sont hors jeu, à côté du système. Et donc, qu'ils en soient à l'origine ou qu'ils le subissent, peu importe. Mais on a beaucoup de personnes qui sont hors du système. C'est très difficile pour exister d'être hors du système. Donc, peut-être une explication à cette appétence pour ce sens de l'apocalypse, et on va y revenir, c'est peut-être aussi une manière de se dire, bon, si on cassait tout, si ça s'effondrait, peut-être qu'on pourrait retrouver une place. Alors tout ce que je vous raconte là, c'est quand même plutôt dans le non conscient hein, que dans le très conscient. Mais j'ai plus de place dans le système, je suis à côté. Bah, si le système s'écroulait, ça serait parfait parce que peut-être que j'aurais une chance de retrouver une place. Et puis, je pense qu'il y a aussi, on a beaucoup parlé d'imaginaire, enfin nouvellement, hein, parce que moi je suis partie de ces acteurs qui en parlaient depuis très longtemps. Il y a des moments où on n'est pas audible quand c'est pas la mode, et après on l'est quand c'est à nouveau à la mode. Mais l'imaginaire, pour moi, sous-tend la pensée prospective. C'est pas du tout la même chose, mais ça sous-tend, ça vivifie en fait la capacité à se projeter. Et je me dis, contrairement à ce qu'on entend, on entend beaucoup
de propos sur l'imaginaire, mais je le trouve au contraire, moi, très sec, cet imaginaire. Il se reproduit, c'est à peu près toujours de la même chose dont on parle, mais je n'entends pas quelque chose de très, très pluriel. Alors je sais que Jean-François a aussi fait un, un magazine sur l'imaginaire. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être ça aussi, on a du mal à imaginer une alternative ou des alternatives à ce qu'on est en train de vivre. Et troisième point, alors là, typiquement issu d'un point de vue psy, que j'assume, c'est quand même plus facile de trouver les difficultés à l'extérieur. C'est-à-dire que si la cause est extérieure, et je reprends votre propos, Vincent, c'est-à-dire que si ça vient du climat, du réchauffement, de notre incapacité globale à gérer les énergies, c'est plus facile à gérer que si on doit regarder notre système politique, démocratique, comment on tient et on fait société ensemble, comment on gère nos pluralités ou pas. Et ça, c'est tellement plus compliqué puisque ça vient se confronter à la manière dont on s'oppose les uns les autres, que c'est beaucoup plus inextricable, à part de dire qu'on est pro ceci ou contre cela, et on ne sait plus faire société. Donc c'est peut-être aussi une raison pour laquelle le fait que l'information soit excessivement, exclusivement extérieure, c'est la faute du réchauffement climatique, est peut-être plus acceptable intérieurement à gérer. Voilà, je vous redonne la parole. Alors, d'abord, une précision sur le climat apocalyptique. D'abord, il n'est pas partagé par tout le monde. Il faut quand même discerner. Euh, euh, si vous allez actuellement en Californie, dans les milieux élitistes de la Silicon Valley, il n'y a pas de discours apocalyptique dominant. Vous avez au contraire des technophiles qui pensent qu'on est dans une période glorieuse de renouveau, de dynamisme important. Si vous allez en Chine, en Inde, dans les milieux populaires qui connaissent depuis 30 ans une croissance importante et qui sont eux dans leurs 30 glorieuses, on peut dire, eh bien, le discours est beaucoup moins pessimiste. Donc, sans parler aux États-Unis des gens qui sont climato-sceptiques. Donc, tout le monde ne partage pas cette vision-là. Je suis réservé à l'idée que ce seraient les plus pauvres qui auraient une vision dramatique parce que je pense que le discours apocalyptique, il ne vient pas des milieux populaires. Non, non, Il vient d'une élite intellectuelle qui s'est diffusée. Voilà. j'ai fait un amalgame. Ça n'est effectivement pas les plus pauvres qui disent ça, mais on voit une augmentation de la pauvreté qui vient toucher les classes moyennes, et c'est effectivement plus l'expression de ce qu'on appelle d'une classe bobo que d'une classe très populaire. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est pas sûr, moi je suis pas évident, d'autant que ce discours apocalyptique, maintenant il a quand même une vingtaine d'années, et les chiffres que vous citez, ils sont extrêmement récents. Donc je suis pas sûr qu'il y ait de corrélation importante entre les deux. Il n'est pas sûr qu'il y ait d'ailleurs dans l'histoire aussi de corrélation entre les effondrements réels et la conscience que l'on a. On peut citer des exemples où, à l'époque de l'Empire romain, quand il s'est effondré, Saint Augustin, qui était un des grands noms de l'époque et qui écrivait au moment où Rome a été prise par les Gaulois, s'en est même pas aperçu, elle n'a même pas cité dans ses écrits. Et donc, il y avait un effondrement de l'Empire romain, il ne le voyait pas. Inversement, à l'époque, une grande époque apocalyptique a eu lieu à la Renaissance, non pas au XIVe siècle quand il y a eu la peste noire et la guerre de Cent Ans, mais à la Renaissance, il y a eu des milieux millénaristes à l'époque, dans les années 1500, entre 1550 et 1600. Donc là, il y a une poussée apocalyptique. Vous avez une poussée apocalyptique qui a eu lieu à l'époque des 1850, quand Marx écrit Le Capital, et même 20 ans avant, il est persuadé que le capitalisme va s'effondrer. Or, ça n'a pas eu lieu. La permanence s'est renouvelée. Si vous vous situez il y a un siècle en arrière, en 1910, on est à l'époque de la belle époque, c'est-à-dire l'époque les avions se mettent à voler, l'électricité arrive, personne n'a imaginé le cataclysme de la Première Guerre mondiale. 2 guerres mondiales plus tard, en 1950, en pleine période qu'on appelle aujourd'hui les 30 glorieuses, où il y a croissance, natalité, baby-boom, le monde vit dans l'angoisse d'un apocalypse immédiat qui est celui de la Troisième Guerre mondiale.
Et on est persuadé à l'époque que dans les années à venir, ou peut-être dans les mois à venir, eh bien, le monde va disparaître à cause d'une troisième guerre mondiale, qui n'a pas eu lieu. Et on était dans une période, au contraire, de croissance. Donc, vous voyez, il y a une distorsion qui peut exister dans l'histoire entre un sentiment d'apocalypse imminent et une réalité qui soit différente. Ça ne veut pas dire que, évidemment, quand on a ce sentiment, il n'y a pas de phénomène objectif qui, quand Marx écrit sur la fin du capitalisme, c'est évident qu'il y a des convulsions, qu'il y a des crises financières, qu'il y a les situations des classes laborieuses qui sont tellement misérables qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une crise catastrophiste. Oui, c'est tout à fait intéressant de voir que ce que vous dites, c'est que ça ne se rencontre pas forcément et qu'on a un décalage entre ce qu'un groupe social vit et son effet de récit ou d'imaginaire. Et ça donne vraiment la dynamique d'Eros Thanatos, mais comme une espèce de roue permanente au sens du Tao, qui a besoin de se renouveler pour se réinventer, sans forcément être synchrone ou avéré. Et vous, Vincent, vous auriez une réaction à nos propos? Oui, alors je ferais juste une petite distinction entre déclin et effondrement, à nouveau. L'Empire romain ne s'est pas effondré, l'Empire romain a décliné, un long déclin qui a duré plusieurs siècles. Et donc, effectivement, beaucoup de contemporains ne se sont pas aperçus parce que c'est un processus séculaire. Il n'y a pas du tout eu d'effondrement au sens où j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose de brutal. Bien sûr, il y a des batailles, je parle Andrinople, d'autres des batailles qui ont été perdues, ou le sac de Rome en 410, etc., et d'autres un peu plus tard, donc qui sont des événements symboliquement très forts, mais il n'y a pas eu d'effondrement, comme il n'y a pas eu non plus d'invasion en l'espace de quelques années de l'Empire romain par des barbares. C'est des installations des barbares se sont faites très progressivement, en partie par des accords, parce que les Romains n'avaient plus une démographie suffisante pour défendre leurs propres frontières. Il valait mieux quelque part recruter des barbares qui étaient derrière la frontière, les intégrer dans l'Empire romain et mettre les barbares pour protéger la frontière contre d'autres barbares, etc. etc. Donc, je tire de ça l'idée que, si vous voulez, c'est un peu le coup de la grenouille dans la casserole qui chauffe. C'est-à-dire que l'eau chauffe, la grenouille est de moins en moins vivace et elle finit par mourir, mais ne se rend pas compte du moment où vraiment elle est en danger, où elle ne peut pas sauter. Elle ne se rend pas compte de ce qui lui arrive véritablement et son esprit est engourdi avant qu'elle puisse. Et ben, c'est ça qui se passe dans les phases de déclin. On s'habitue à des standards un peu nouveaux, un peu inférieurs aux précédents, des standards sanitaires, des standards économiques, des standards de consommation, etc., une richesse des produits, une diversité, une possibilité de voyager. Bref, on s'habitue à des conditions nouvelles et puis on se compare, on n'a plus forcément la connaissance de ce qui était auparavant et donc on ne se voit pas décliner, et c'est d'ailleurs tout à fait vrai dans le sens inverse, hein, dans les périodes très rapides comme les 30 glorieuses, là on voit bien la différence parce que on dit tiens, sa propre mère, sa propre grand-mère, grand-père, etc., vivait dans des conditions sans téléphone, sans machine à laver, sans ceci, sans cela, évidemment sans voiture, et puis en l'espace de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, toute la technologie, en tout cas une énorme partie de la technologie qui était réservée à quelques élites s'est démocratisée. Alors évidemment, c'est Jean Fourastier qui décrit très bien ces phénomènes, l'inventeur du terme 30 glorieuses, hein, dans le livre éponyme Les 30 glorieuses, Jean Fourastier, donc un économiste très agréable à lire en plus, parce qu'il sait très bien écrire. Bref, donc là, quand les changements se passent très rapidement, oui, là, on les voit quand même à l'échelle d'une génération, donc les gens prennent conscience, hein, même s'ils peuvent se tromper, comme dit Jean-François, sur quelques années. Mais si on parle des lents processus de progrès ou de déclin, on peut revenir sur ces termes si vous voulez plus tard, eh bien oui, on est comme cette grenouille qui va mieux ou qui va moins bien sans s'en rendre compte véritablement. Et donc nous, comme disait, voilà, nous faisons l'histoire, mais nous ne savons pas exactement l'histoire que nous faisons. Et Pas toujours en tout cas. Ça me fait penser à Michelet qui a réécrit l'histoire au XIXe siècle. Enfin, c'est le cas d'à peu près tous les historiens, hein, qui écrivent et réécrivent, et on sent bien la force d'un paradigme ou des commanditaires derrière. Et
Et donc, dans ce moment de cette écriture de l'histoire, il y a des moments très marqués, qui sont tout à fait contestés depuis d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'était pratique de mettre en exergue la Renaissance en l'opposant à un Moyen Âge déjà unifié alors qu'il ne l'est pas et qui était ombragé et ombrageux, ce qui n'est pas non plus. Donc voilà, je pense qu'on est héritier de ça où c'est facile de dire tiens, à telle date il s'est passé ça, à telle date il s'est passé ça. Et donc c'est plus confortable intellectuellement dans un monde complexe d'avoir des dates fixes et de dire ça a commencé là, ça s'est arrêté là. Et là aujourd'hui, dans la mélasse que certains peuvent saisir, hein, parce que comme vous disiez, le travail de multi-causalité pour comprendre ce que l'on vit nécessite quand même des années de recherche. Donc les gens sont dans une immédiateté, ils veulent des réponses tout de suite à leur angoisse. Donc c'est plus facile d'avoir des marqueurs clairs. Donc si ça s'effondrait demain matin, moi ça c'est clair, hop, on ne sait pas ce qu'on va faire après, mais au moins c'est clair, on a un marqueur. Si on parle de déclin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par quel bout on prend les trucs, quoi. Donc déjà, on ne sait pas très bien quoi prendre et dans quel ordre, avec pour moi une confusion entre là où on peut agir, qui serait plutôt en interne de notre pays, plutôt que vouloir absolument agir en externe, ce qui n'empêche pas d'avoir des actions sur le réchauffement climatique, si on peut y faire quelque chose là où on est. Mais c'est plus facile ça devrait être plus facile d'agir en interne alors qu'on se polarise surtout en externe. Donc si en plus on avait des marqueurs clairs, ça serait encore plus simple. Donc si on savait par exemple dans 5 ans, ça y est, c'est tout par terre, hop, il n'y a plus qu'à. Et c'est intéressant de voir que depuis janvier 2025, j'ai trouvé que au lieu qu'on ait une fertilité de point de vue sur ce que représente Trump ou Musk, même s'il nous dérange, et pour certains, il ne les dérange pas d'ailleurs, j'ai vu des cristallisations sur des points de vue. C'est-à-dire, ça a conforté, nous on a raison, ils ont tort, etc. etc. Donc, je n'ai pas forcément vu que nous revisitions personnellement ce que nous faisions, au point de comprendre en quoi ces personnes viennent mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, la leur, aux États-Unis, mais aussi mondiale, elle a un impact sur tout le monde, et qu'est-ce qu'il faudrait revisiter. Donc je pense qu'il y a quelque chose, on est tellement habitué, en tout cas certaines, ou on va dire tout le monde, on est tellement habitué à l'immédiateté qu'on a cette perte d'habitude de regarder de façon globale et de regarder la pluralité des causes pour savoir par où il faudrait commencer d'agir pour éviter d'accélérer par le discours un effondrement dont on ne sait pas ce qu'on va faire. Je vois que Jean-François, vous auriez envie de continuer. Allez-y. Oui, parce que donc je rebondis sur ce que vient de dire Vincent à propos du déclin. Alors, je vais l'interroger pour savoir de quel déclin on parle aussi. Je reviens. Alors, abandonnons tous les deux ou tous les trois l'idée de l'effondrement. On s'accorde en tout cas avec Vincent pour dire que l'effondrement n'est pas assuré. Maintenant, autre chose est un processus plus long, comme effectivement il a raison de préciser, il n'y a pas eu un effondrement de l'Empire romain. En plus, il s'est cassé en deux et ça a pris plusieurs décennies. Partons donc l'idée d'un déclin de civilisation. Nous vivons une époque où, par exemple, il y a deux phénomènes très différents que moi j'observe qui semblent aller en sens contraire. Si on regarde la démographie, il est très clair il va y avoir une baisse et il y a un effondrement de la natalité dans le monde. C'est un processus qui semble quasiment irréversible et donc là, c'est une première tendance qu'on pourrait appeler déclin de la population. Autre chose est le boom technologique qu'on est en train de vivre. Celui de l'intelligence artificielle s'inscrit dans un processus plus long. Il y a une génération, c'était Internet, avant c'était le micro-ordinateur et avant c'était les gros ordinateurs. Donc on est de ce point de vue-là en train de vivre une révolution technologique qui s'inscrit dans un processus qui, lui, est inverse d'un déclin, et au contraire un développement, une prolifération de technologies nouvelles qui ressemble un peu à ce qui s'est passé avec l'électricité, quand d'un seul coup est apparue la lumière, le moteur électrique, la radio et la génération des moteurs électriques, des arts ménagers, qui est une floraison de techniques qui ont bouleversé la société, à la fois l'économie, la communication, le travail, les relations humaines. Et du point de vue technique, on ne peut absolument pas se mettre dans une situation de déclin. Donc voilà deux tendances très différentes, la démographie et la technologie. Alors de quoi parle-t-on ?
C'est la question que je pose à Vincent quand il parle de déclin. Oui. Eh bien, moi, j'avais bien aimé que dans le livre, tu avais à un moment donné fait une sorte de liste que j'avais appelée, moi, la feuille de route, qui était la feuille de route de l'avant-dernier et du dernier chapitre, où on disait, bon, bah voilà, quels sont les critères, parce qu'on ne peut pas parler de déclin en général, bon, il faut donner des critères, et tu avais dit, alors, l'espérance de vie, la santé, la richesse, disons, l'économie, le PIB par habitant, la paix, la violence, on avait parlé de ça, la liberté, l'éducation. Et donc, je trouvais ça, oui, effectivement, assez constructif de trouver différentes catégories et d'examiner point par point. C'est un peu ce qu'on fait dans le livre, même si on le fait rapidement, parce qu'évidemment, ça ne concerne que les 2 derniers chapitres. Donc, voilà, on n'a pas fait un livre de 1000 pages, donc on va vite. Mais en tout cas, on essaye quand même de donner un aperçu de ce que l'on peut dire de pas trop idiot sur ces différents critères ou ces différents aspects euh, pour évaluer la santé d'une société, hein, et d'une économie. Alors, effectivement, sur l'espérance de vie, bon voilà, on gagne, Jean-François rappelle dans le livre, donne des chiffres, hein, sur l'augmentation de l'espérance de vie qui est colossale depuis un siècle, etc. J'ai quelques nuances à apporter sur la santé, mais bon, voilà, disons que on peut dire que pour l'instant c'est du détail. Sur l'économie, on constate, Jean-François le premier et moi je lui emboîte le pas, qu'il y a une croissance voilà, presque partout dans le monde. Alors la croissance par habitant peut décliner ici ou là, ponctuellement, dans certains pays africains, ça peut être le cas ici ou là, bon, à l'occasion de crises, mais globalement, effectivement, le PIB et même le PIB par habitant progresse partout. Euh, alors, on a eu aussi quelques réflexions sur la paix, la paix géopolitique, qui rappelle Jean-François dans le livre, enfin, on a de plus en plus de paix, de moins en moins de guerres, notamment liées au fait que les États-nations ont défini des frontières qui sont beaucoup moins remises en cause que, je sais pas, dans l'Antiquité, par exemple, où il y avait sans arrêt des guerres territoriales, ce qui est moins le cas. On réfléchit aussi sur non pas simplement les conflits internationaux, mais les conflits sociaux au sein des diverses sociétés. Et là, j'avance quelques arguments pour trouver légitime de s'inquiéter de la perte ou de la dégradation du capital social, c'est-à-dire de la confiance que nous nous accordons entre membres d'une même société, la délinquance, l'incivilité, les intimidations, etc. La violence elle-même, d'ailleurs, la criminalité. Donc là, il y a des motifs, je crois, d'être un peu moins optimistes. Mais encore une fois, tout ça est discutable. De quoi on parle quand on parle de violence, par exemple, de quoi parle-t-on précisément? Est-ce qu'on parle de violence conjugale, de violence de crapuleuse, de crimes, de terrorisme? Voilà, faut préciser les choses, mais il me semble que quand même, il y a des motifs d'inquiétude. Alors, un point qu'on n'a pas abordé dans le livre, on n'a pas eu le temps en réalité, mais peut-être que ça peut être là l'occasion de le faire, parce qu'il faut bien trouver des angles, hein. Si je suis d'accord avec Jean-François pour refuser un discours absolument globalisant sur le progrès ou le déclin, qui est en fait un discours un peu stérile. S'il y a trop de recul, tue quelque part la pertinence du discours. Et peut-être qu'il serait pas mal de prendre un point de vue qu'on n'a pas pu développer dans le livre, qui est le point de vue sur l'éducation, par exemple, hein. C'est quelque chose qui nous agite beaucoup. On vient d'avoir les résultats du brevet, puis du bac, qui sont apparemment excellents, et en même temps, tout le monde s'accorde à dire qu'en fait, les résultats sont catastrophiques. Ils sont excellents sur le papier, mais catastrophiques parce que quand on interprète ces résultats, en réalité, on voit bien que le niveau n'est pas du tout en train de monter. Et donc, si on prend l'angle c'est pas un angle anecdotique, hein, l'éducation, parce que c'est quand même la qualité de l'éducation, notamment de la scolarité et des études, et au-delà encore de la recherche universitaire, détermine grandement notre capacité à poursuivre le progrès technique dont Jean-François vient de dire avec raison il semblait en pleine santé, en très bonne santé. Si on veut que cette bonne santé se poursuive, il faut que les jeunes générations prennent le relais et deviennent elles-mêmes d'excellents ingénieurs, d'excellents savants. Et donc l'éducation est au centre, à mon avis, des préoccupations économiques et aussi sociales. Et de ce point de vue-là, juste pour lancer
un peu la réflexion. Je ne sais pas si on va rester là-dessus, mais en tout cas, je crois on va très mal. Alors peut-être qu'à Singapour, ils vont très bien, mais si je me concentre sur l'Occident et sur la France, qui est un morceau de cet Occident, je ne crois pas du tout qu'on puisse être optimiste sur cette question de ce point de vue. François? Oui, mais tu te tires une balle dans le pied par la dernière phrase en disant oui, mais je me concentre sur la France chez nous. Donc, si on parle de l'éducation, moi je veux bien, et d'abord je distinguerai effectivement du bouleversement scientifique et technique. Moi je maintiens que nous sommes dans une période de développement scientifique et technique dans le domaine de la cosmologie, à l'étude des ADN, qui n'est pas du tout une période de déclin, c'est une période au contraire d'âge d'or du savoir. Ce qui n'est pas la même chose de l'éducation en France, d'éducation démocratique, l'éducation des masses. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Enfin, deux choses différentes. À la limite, il pourrait même y avoir un développement scientifique et technique très important, localisé dans certaines poches, ce qui n'empêcherait pas une dégradation du niveau mesuré par la société française avec les enquêtes PISA dans l'échelle des nations, et même dans l'échelle européenne qui n'a cessé de baisser. Donc on ne peut pas faire un diagnostic global sur l'éducation et le savoir en mélangeant deux choses qui sont dans des ordres de réalité, à mon avis, très différentes. Et je vais en rajouter une troisième que vous avez mentionnée dans le livre, qui est ce que vous disiez, Vincent, sur le fait que ce qui vous chagrinait, c'était comment l'université était en train d'évoluer en politisant les disciplines. Et là, c'est pas que à l'université et dans le monde académique, mais partout, le vrai disparaît. Enfin, l'appétence pour la vérité disparaît et il y a une instrumentalisation de l'information qui va vers des fake news et tout ce qui peut être travesti avec le soutien des IA. Donc, ça donnerait trois choses différentes. Ça donnerait d'un côté, effectivement, ce boom scientifique sur un certain nombre de domaines, voire beaucoup de domaines. De l'autre côté, quelle est la capacité à transmettre et l'éducation, et en particulier en faisant le focus en France, puisque c'est là où nous sommes, et aussi le rapport à la vérité. Il n'y a pas si longtemps, la connaissance, le savoir et la vérité étaient relativement reliés. Et là, les attaques qui sont faites sur les enseignants, les académiques, les recherches, en tout cas certaines, viennent poser question sur cette question de vérité et sur cette séparation entre des savoirs d'un côté et une quête de vérité de l'autre. Je passe la parole. Oui, alors je n'ai pas du tout confondu éducation et recherche technoscientifique. Hein. Je vois bien que les choses sont distinctes. Je me contentais de dire qu'il y avait un lien, ou en tout cas à long terme, le lien ne peut pas être complètement, comment dire, forcément les ingénieurs dans 30 ans et les savants dans 30 ans seront issus d'un processus éducatif qui commence. Bon. Donc il y a un lien. Ce que je me contente de dire, c'est que, et je ne parlais pas que de la France, c'est que effectivement, si un système éducatif est moins performant, alors bien sûr, il peut toujours y avoir des poches de performance, hein, mais pour qu'un système éducatif et le monde de la recherche soient performants, ça suppose un certain nombre de financements. Hein, la recherche vraiment de pointe, à part dans quelques disciplines où elle est peu coûteuse, mais très souvent, ce sont des budgets pour les consacrer, pour investir dans la recherche. Par exemple, hein, tout à l'heure on parlait de nouvelles énergies. Si on veut vraiment que les nouvelles énergies qu'on pourrait produire et utiliser soient efficientes, c'est beaucoup de recherche et beaucoup d'investissement. Et donc, c'est une économie. Il faut que ça soit adossé à une économie suffisamment prospère pour être financé. Hein. Et donc, je ne confonds pas tout, mais je vous montre aussi que les choses sont liées. Et si l'économie va mal, parce que
parce que les acteurs économiques sont moins performants, parce que les investisseurs n'investissent plus, parce que tout le monde fuit, parce que les gens ont peur, n'ont plus de confiance dans l'avenir, eh bien, les taux d'intérêt montent, etc. L'endettement, on est bien loin du compte de se désendetter, au contraire. Hein, et je ne parle pas encore une fois que de la France. Et donc, les nuages sombres qui pèsent sur l'économie vont peser aussi d'une façon ou d'une autre sur la productivité de la recherche et les performances de la recherche, et qui, à leur tour, vont impacter l'économie si nous n'avons pas de nouvelles idées, de nouveaux produits, des micro-ordinateurs quantiques, etc. Nous n'aurons pas non plus une prospérité économique, une croissance qui elle-même génère. Bref, donc il y a une sorte de cercle vicieux, d'autant plus, comme vous le rappelez, Christine, je m'inquiète aussi de la politisation des sciences, qui est un phénomène massif et qui constitue, parmi tous les nuages que je vois, qui constitue aussi un gros nuage. Et la politisation des sciences, ça ne nous amène pas vers une science de plus en plus performante. Voilà. Donc moi, je dis pas que je ne nie pas que l'ingénierie, la technologie, la science se portent globalement bien et que nous avons d'excellents chercheurs et voilà, et une grosse santé. La question que je me pose, c'est combien de temps ça va durer si on continue en fait à faire n'importe quoi à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau institutionnel, au niveau éducatif. Voilà, c'est juste, je vois quelques nuages et je m'inquiète de l'avenir. Voilà un peu ma position. Encore une fois, de quelle région du monde on parle? À ma connaissance, en Chine, en Inde, les investissements technologiques, que ce soit de l'espace, de la biotechnologie, en passant par l'ordinateur quantique, sont colossaux, comme ils le sont dans la Silicon Valley. Si on parle de l'Europe, la science a décroché depuis très longtemps dans tous ces secteurs qui sont les secteurs stratégiques qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande industrie du numérique en Europe. Il n'y a pas l'industrie spatiale aujourd'hui, elle se joue dans d'autres pays. Encore l'Europe, c'est peut-être là encore à quelques cartes à jouer, mais certainement pas dans les satellites. Les investissements sont colossaux. Donc l'Europe décroche, c'est une réalité. La France au sein de l'Europe, peut-être. Il faudra regarder de plus près. Mais en rien, ça ne permet de dire qu'à l'échelle de la planète, nous serions dans une période de déclin. Alors, donc voilà, est-ce qu'on parle de la planète ou est-ce qu'on parle de notre pays? Deuxième chose, en ce qui concerne la science et la vérité, est-ce qu'on parle du débat sur les woke, et donc des sciences sociales, de la philosophie, des sciences humaines, et du débat qu'il y a entre les woke et anti-woke, ou est-ce qu'on parle de la recherche scientifique? À ma connaissance, la recherche scientifique n'est pas contaminée par le wokisme. Ce qui se passe par exemple aux États-Unis, c'est des budgets de recherche qui sont coupés dans le domaine de la climatologie. Mais par contre, l'intelligence artificielle fait faire des bons considérables dans de très très nombreuses d'autres domaines. Et là, moi, je soutiens que dans plusieurs domaines qu'on peut détailler, si vous voulez, on est dans une phase au contraire où il n'y a absolument pas de signe de déclin, ni de l'éducation, ni de la recherche, et qu'on peut mesurer en termes de performance. Et en effet, on s'était ramassé au niveau de la France pour un petit peu conclure. Et là, en effet, on voit certaines choses. Quant au wokisme, qui a un impact sur les types de recherche et surtout les acteurs de recherche, ça c'est par contre très indéniable. Et il me semble, Vincent, que vous en êtes d'accord. On a quand même des recrutements qui sont liés à des positions dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, puisque maintenant les États-Unis prennent le sens inverse. Mais il y a quelque chose qui est très très corrélé aujourd'hui et qui ne laisse plus l'espace complètement libre pour faire de la recherche, qu'on soit blanc, bleu, vert, jaune ou autre chose. Vincent. oui, non, il me semblait tout à fait clair que je parlais de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe et de ses appendices aux États-Unis et un peu partout où les Européens ont fait des colonies de peuplement. Donc il était clair que je n'étais pas en train de parler ni de Singapour, ni de la... Bon, donc oui, je parlais bien de ça, de l'Occident et pas que de la France. Mais je ne parlais pas voilà, de l'Inde. Mais ceci dit, même dans les pays non occidentaux qui sont actuellement en pleine croissance, il ne faut pas s'imaginer que cette croissance va durer au même rythme très longtemps. Comme vous savez, c'est le coup du rattrapage économique et rattrapage technologique. Quand on est en phase de rattrapage, c'est-à-dire quand on importe des technologies produites, inventées par d'autres, et qu'on les importe dans un pays, évidemment que ça a un effet
turbo sur la croissance et sur le développement, etc. Quand les Chinois et les Indiens nous auront rattrapés, ce qui est déjà en grande partie le cas et ce qui est même totalement le cas pour certains secteurs, la question qui se pose à eux, c'est qu'est-ce qu'ils vont inventer voilà, ils sont à la frontière de l'innovation et quand ils sont sur cette frontière, bah, ça va beaucoup moins vite. Hein. Et tout ce que je dis, encore une fois, je ne parle pas uniquement du présent, là, on joue un peu le jeu de la prospective. Pour que, à l'avenir, la Chine prenne des relais technologiques, technoscientifiques, il va falloir qu'elle résout elle-même des problèmes de l'ordre, des problèmes sociaux, des problèmes d'endettement que les États-Unis devront résoudre ou ne pourront pas résoudre. Si le dollar cesse d'être une monnaie de réserve mondiale, les États-Unis ont un énorme problème avec leur économie, qui ne tient que justement parce que le dollar est une monnaie de réserve mondiale. Donc, tout ce que je dis, moi, c'est qu'il faut, y a des équilibres ou des déséquilibres qui peuvent se produire, des équilibres économiques qui auront un impact énorme sur la recherche. Et donc, voilà. Pour ce qui est de la politisation des sciences, ça ne concerne pas du tout que les sciences humaines, hein, malheureusement. J'ai longtemps cru que seules les sciences humaines étaient impactées. En réalité, ça va au-delà des sciences humaines. Donc, mais bon, voilà, je ne dis pas non plus que c'est ça qui menace complètement la recherche savante, mais parce qu'il y aura toujours des liens très forts entre le monde entrepreneurial, le capitalisme et la recherche. Et donc, des financements se feront en mettant de côté toutes les problématiques politiques qui peuvent envahir ou pourrir la recherche universitaire. Donc, toute recherche n'est pas au sein de l'université. Et en ce sens-là, oui, toute recherche n'est pas menacée par la politisation. Mais je crois que c'est quand même une menace à prendre en compte. Voilà. Alors, compte tenu du temps que nous avons déjà passé ensemble, et c'était formidable, si nous allons vers la conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de délivrer comme message, Jean-François et vous, Vincent, Euh, cette marche de l'histoire? Alors, je déteste tirer des grands enseignements comme ça trop généraux, parce que tout mon propos consiste justement à ne pas tomber dans les généralités. Mais s'il y en a une que je retiens, c'est que chaque génération au cours de l'histoire s'est trompée sur la période qu'il vivait. Pas une seule fois, il y a eu une lucidité sur la période que l'on était en train de vivre. Et donc, ça nous laisse à la fois très humbles, et c'est pour ça que moi je me refuse à la prospective et à donner des leçons de l'histoire sur l'avenir, en tout cas. On a déjà bien du mal à comprendre ce qui s'est passé derrière. Et, euh, et donc, j'invite à être prudent. J'invite donc surtout, puisqu'on est dans une période très noire, une période très sombre, une période très alarmiste et une période très incantatoire, de sortir justement des généralités trop vastes pour regarder un peu et espérer d'y voir un peu clair déjà sur la période que l'on est en train de vivre avant d'estimer ce qui va se passer ensuite. Et ce que j'ai entendu que vous proposiez et vous disiez, c'est donc vraiment de clarifier, de documenter, d'aller affiner les éléments dont on va parler, les catégories dont on parle pour éviter des généralités abusives. C'est ça, hein, entre autres, ce que vous dites. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, mais quant à moi, je reconnais, je suis bien obligé de reconnaître qu'il est très difficile d'avoir conscience de notre époque, des problèmes de l'époque ou des progrès de l'époque. C'est difficile, mais néanmoins, on n'a pas d'autre choix que de s'efforcer d'être le plus lucide possible et de mieux, voilà, d'étudier le mieux qu'on peut les enjeux de notre époque et les leviers que l'on peut actionner pour, euh, pour aller dans le sens qui nous semble le plus pertinent. Et donc, moi, je dirais, ma conclusion ou mon conseil, c'est voilà, devenons encore plus savants, faisons l'effort de comprendre du mieux qu'on peut les évolutions en cours, et ce sera une bonne façon, ce sera sans doute le meilleur moyen d'agir d'agir dans le sens d'agir politiquement ou à tous les niveaux, par notre travail, par notre engagement intellectuel, par notre participation à la vie économique et citoyenne, voilà, de continuer à faire l'histoire. On fait d'autant mieux l'histoire qu'on a conscience de l'histoire que nous faisons, et même si c'est difficile, efforçons-nous de le faire. Et je pense que lire notre livre La marche de l'histoire est pas complètement inutile dans cet effort de compréhension. Bravo pour l'effet marketing de fin, c'est super. Et vous avez mis l'accent aussi auquel j'adhère, c'est cette quête de vérité, ce qui ne veut pas dire avoir raison, ça n'a rien à voir.
Et je pense que cette quête-là, qui est une quête philosophique, hein, est-ce qu'il existe une vérité, est-ce qu'il existe des vérités, implique de croiser les connaissances, d'aller donner des sources, etc. Enfin, implique de creuser, de donner l'appétit et l'envie de farfouiller et pas de déléguer à ChatGPT le soin de faire le job à notre place. Ok, donc en effet, comme ça a été bien mentionné, je vous invite à aller lire les livres de chacun et en particulier le leur en particulier, La marche de l'histoire, qui est tout à fait passionnant. Ben, je vous remercie pour ce moment partagé et puis et n'oubliez pas aussi d'aller lire les magazines de l'Humanologue que vous trouverez soit sur le site de l'Humanologue, soit sur le site de Sciences Humaines. Tout ça est tout à fait passionnant. Merci beaucoup à vous. Merci Christine. Merci Christine.